Ma mère a manqué mon opération, disant qu'elle était trop occupée pour venir. J'étais allongé là, seul, pensant que je ne comptais pas. Puis le docteur est entré, mon mari, celui qui dirige l'hôpital de 800 millions de dollars. Je suis Serena Callaway, j'ai 31 ans. Et le matin où j'ai failli perdre la capacité de marcher à nouveau, ma mère était à un brunch. Pas n'importe quel brunch, un brunch qu'elle planifiait depuis 3 semaines, avec ses amis du club de lecture dans un restaurant au bord de l'eau à Charleston. Et quand l'hôpital l'a appelée pour lui dire que sa fille allait subir une opération d'urgence, elle leur a dit, et je cite, « Je suis occupée en ce moment. Je rappellerai plus tard. » Le médecin qui a réalisé cette opération, l'homme qui a passé 9 heures à me reconstruire, qui s'est battu pour me maintenir sur cette table quand tout a mal tourné, n'était pas n'importe quel chirurgien. C'était l'homme que j'avais discrètement épousé 4 mois plus tôt. L'homme qui, à 38 ans, était déjà devenu le plus jeune directeur exécutif de Meridian General, un hôpital de 800 millions de dollars. Et ma mère n'en avait aucune idée. Avant de replonger dans l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez. Et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné car demain, je vous ai réservé quelque chose de très spécial. En grandissant à Charleston, en Caroline du Sud, j'ai appris très tôt que dans ma maison, l'amour n'était pas quelque chose que l'on donnait librement. C'était quelque chose d'alloué, distribué de manière inégale, comme les portions à une table où une personne recevait toujours la plus grosse part. Et cette personne n'était jamais moi. J'étais la fille aînée d'une famille de 4, celle que ma mère appelait la discrète. Et cette description m'a suivi à chaque étape de ma vie comme une étiquette que je n'ai jamais demandé à porter. Ma sœur cadette, Vivien, était tout le contraire. Elle était bruyante, charmante, magnétique d'une manière qui attirait les gens à elle sans même qu'elle essaie. Là où je me fondais dans le décor, Vivien y mettait le feu. Mon premier souvenir de cette division remonte à mes 6 ans. C'était mon anniversaire, un samedi de fin octobre, quand l'air de Charleston portait cette douceur particulière qui précède l'arrivée du froid. Mon père, Daniel, m'avait promis de m'emmener à l'aquarium. C'était la seule chose que j'avais demandé toute la semaine, et j'avais décompté les jours sur un calendrier que j'avais dessiné moi-même avec des crayons de couleur que j'avais économisés avec mon argent de poche. Ce matin-là, je me suis réveillé plus tôt que nécessaire, déjà tout excité. Mais le temps que je descende avec mes chaussures et mon petit sac à dos, le plan avait changé. Vivien, qui avait 4 ans à l'époque, s'était réveillé en pleurant dans la nuit, non pas à cause d'une maladie, mais d'un mauvais rêve. Et ma mère avait passé la matinée à la consoler, ce qui s'est transformé en Vivien voulant aller au magasin de jouets, ce qui s'est transformé en mon père ajustant discrètement toute la journée autour des désirs de Vivien. Personne ne l'a dit directement. Personne ne m'a regardé en disant « Nous annulons ton plan d'anniversaire ». C'est juste arrivé discrètement, comme les choses se passaient toujours dans cette maison. J'ai passé cet anniversaire assise sur le tapis du salon à regarder Vivien choisir une poupée. Et quand j'ai dit que j'étais triste, ma mère s'est agenouillée à côté de moi et a dit « Tu es une si grande fille, Serena. Tu comprends ?» Je ne comprenais pas. Mais j'ai vite appris que comprendre était ce qu'on attendait de moi. Les années qui ont suivi se sont construites sur cette fondation de manière à la fois évidente et subtile. Mon père travaillait de longues heures comme expert en assurance, ce qui signifiait que la plupart de l'éducation revenait à ma mère, une femme nommée Patricia, qui n'avait jamais voulu abandonner sa carrière dans l'organisation d'événements, mais l'a fait à la naissance de Vivien parce que, comme elle le disait souvent, l'une de nous doit être présente. Ce qu'elle voulait dire, bien qu'elle ne l'ait jamais dit clairement, c'est que j'étais déjà assez présente pour nous deux. J'étais l'enfant qui ne demandait pas grand-chose. L'enfant qui avait de bonnes notes sans qu'on lui rappelle d'étudier. L'enfant qui pouvait s'occuper seul pendant des heures pendant que Vivien exigeait une attention constante, un engagement constant, une réassurance constante qu'elle était aimée, valorisée et vue. C'est à l'école que j'ai trouvé mes marques pour la première fois. J'y étais discrète aussi, mais c'était une sorte de discrétion différente. C'était une discrétion ciblée, déterminée. Au collège, j'avais décidé que je voulais étudier la médecine. La décision n'est pas venue d'un moment dramatique ou d'un seul professeur inspirant. Elle est venue d'une douleur lente et persistante que je ressentais chaque fois que quelqu'un dans ma vie était ignoré ou négligé. Je le remarquais partout. La façon dont certaines personnes étaient amenées à sentir que leur douleur n'avait pas d'importance, et quelque chose en moi s'y opposait. Je voulais être la personne qui disait « Non, votre douleur compte. Je suis là et je suis attentive. »
Le lycée a été une étude de contraste entre Vivien et moi. J'étais au tableau d'honneur chaque trimestre, impliqué dans le club de pré-médecine de l'école, faisant du bénévolat dans une clinique gratuite le week-end. Vivien était une danseuse, un papillon social, le genre de fille qui entrait dans une pièce et la faisait se réorganiser autour d'elle. Elle était aussi le genre de fille qui ne rendait jamais ses devoirs à temps et qui, d'une manière ou d'une autre, n'en subissait jamais les conséquences. Notre mère allait à toutes les représentations de danse de Vivien, parfois 2 dans la même semaine. Elle a assisté à exactement une de mes cérémonies académiques en 4 ans de lycée, et c'était la remise des diplômes. Et même là, elle a passé la moitié de la soirée au téléphone à organiser un événement caritatif. Je ne dis pas cela pour susciter la pitié. Je le dis parce que c'est le fondement de tout ce qui a suivi. Chaque choix que j'ai fait dans les années à venir a été construit sur la compréhension silencieuse et solide que si je voulais avoir quelque chose dans cette vie, je devrais le construire moi-même, sans compter sur personne pour me le donner. L'université est arrivée avec son propre lot de difficultés. J'ai obtenu une bourse partielle à l'université de médecine de Caroline du Sud, qui se trouvait à Charleston. Assez proche pour que ma mère mentionne occasionnellement à quel point c'était pratique que je n'ai pas besoin de déménager. Pratique pour elle, j'ai compris. Moins pratique pour moi, car rester à proximité signifiait rester dans l'attraction gravitationnelle d'une dynamique familiale que je commençais à peine à nommer. Vivien, quant à elle, a été envoyée dans une prestigieuse école d'art à New York, entièrement financée. Quand j'ai souligné discrètement la différence, ma mère l'a balayée d'un revers de main. Tu as ta bourse, chérie. Vivien a besoin de soutien. L'implication était toujours la même. J'étais capable. Vivien avait besoin d'aide. Par conséquent, les ressources allaient à Vivien. C'est pendant ma 2e année d'université que mon dos a commencé à poser problème. La douleur a commencé comme une douleur sourde, le genre que l'on pouvait attribuer à une position assise trop longue dans les amphithéâtres ou au port de manuel dans un sac en bandoulière. Je l'ai ignoré pendant des mois. Quand je suis finalement allé voir un médecin, le diagnostic était une maladie dégénérative des disques avec une compression précoce des nerfs dans la région lombaire, une condition qui, si elle n'était pas gérée, s'aggraverait considérablement avec le temps. Le médecin a recommandé une surveillance, de la kinésithérapie et une conversation future sur la chirurgie si les choses progressaient. J'en ai parlé à ma mère lors d'un appel téléphonique un dimanche soir, en essayant de garder ma voix désinvolte, en essayant de ne pas donner l'impression que c'était trop sérieux, car j'avais déjà appris que les choses sérieuses dans ma vie n'étaient pas traitées comme telles dans cette maison. Sa réponse a été sympathique en surface, mais portait un sous-entendu que j'avais appris à connaître. Oh, ma chérie, prends en soin. Je suis sûr que ce n'est pas aussi grave que ça en a l'air. Vivien a son spectacle qui arrive, et je suis très occupé de mon côté. Et c'est tout. L'école de médecine a été la période la plus exigeante de ma vie jusqu'à ce point, et je m'y suis jeté avec une férocité qui a surpris même mes professeurs. J'ai obtenu mon diplôme près du sommet de ma classe, obtenu une résidence compétitive à Meridian General à Columbia, en Caroline du Sud, et j'ai déménagé à 3 heures de Charleston avec un sentiment de soulagement silencieux qui ressemblait presque à la liberté. Meridian General était à l'époque au milieu d'une importante refonte institutionnelle. L'hôpital avait des difficultés financières depuis des années, et une série de nouveaux dirigeants étaient engagés pour le stabiliser et le moderniser. C'est pendant mon premier mois de résidence que je l'ai rencontré. Il s'appelait Elliot Ashford. Il n'était pas ce à quoi je m'attendais quand on me disait que j'allais rencontrer le nouveau directeur exécutif de l'hôpital. Il n'en avait pas l'air. Pas de la manière dont la télévision m'avait appris à imaginer à quoi ressemblait ce genre d'homme. Il était grand, oui, mais pas de manière imposante. Il avait une aisance, un calme qui vous donnait l'impression qu'il écoutait vraiment quand vous parliez, pas seulement qu'il attendait son tour. Il était aussi, c'est-il avéré, un chirurgien, et un chirurgien compétent. Il s'était formé en neurochirurgie avant de passer à l'administration hospitalière, et il portait cette formation clinique avec lui partout où il allait, ce qui le rendait inhabituel parmi les cadres. Il comprenait les étages. Il comprenait les salles d'opération. Il comprenait ce que c'était que de tenir la vie de quelqu'un entre ses mains, non pas métaphoriquement, mais littéralement. Je ne suis pas tombée amoureuse d'Elliot rapidement. Je ne suis pas tombée amoureuse de lui de la manière dont les histoires le décrivent habituellement, avec des gestes dramatiques et une certitude croissante. C'est arrivé lentement, comme la marée qui monte. Nous avons d'abord parlé de travail, du programme de résidence, des résultats des patients,
des petites frustrations logistiques qui font que les hôpitaux fonctionnent de manière imparfaite. Puis nous avons parlé d'autre chose, de notre enfance, de la solitude particulière d'être une personne qui a appris très tôt à avoir besoin de très peu des gens qui l'entourent. Il m'a dit une fois, autour d'un café à la cafétéria de l'hôpital après un long service, qu'il avait grandi dans une maison où l'amour s'exprimait par des actions, jamais par des mots. Et qu'il avait passé la majeure partie de sa vie d'adulte à essayer de combler ce vide pour les autres parce qu'il ne pouvait pas le combler pour lui-même. J'ai compris cela d'une manière que je n'avais jamais comprise auparavant. Nous avons commencé à sortir ensemble discrètement, sans annonce, sans cérémonie. Aucun de nous n'était du genre à faire d'une relation un spectacle. 6 mois plus tard, il m'a dit qu'il m'aimait. Il l'a dit simplement, comme il disait la plupart des choses, et je l'ai cru, non pas à cause des mots, mais à cause de chaque petite action qui les avait précédés. La façon dont il se souvenait des choses que je disais en passant. La façon dont il prenait de mes nouvelles après des chirurgies difficiles, non pas avec de grands gestes, mais avec un simple texto qui disait « Comment vas-tu ?» La façon dont il ne m'a jamais fait sentir que je devais mériter son attention. Nous nous sommes mariés au printemps de ma 3e année de résidence, au palais de justice, avec Rachel Winters, ma meilleure amie et collègue infirmière à Méridian, comme témoin. Pas de réception, pas de grande célébration, juste nous deux, quelques signatures, et un déjeuner tranquille après dans un restaurant qui servait les meilleurs shrimp and grilled de Columbia. Je ne l'ai pas dit à ma mère immédiatement, en partie parce que je savais ce qu'elle dirait. En partie parce que, pour la première fois de ma vie, je voulais quelque chose qui m'appartienne entièrement avant que le reste du monde n'ait son mot à dire. Mon dos, pendant tout ce temps, s'aggravait. Les épisodes de douleur étaient devenus plus fréquents, plus vifs, plus difficiles à gérer avec la seule kinésithérapie. À la fin de ma résidence, la préparation et la narration de cette histoire nous ont pris beaucoup de temps. Alors, si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne. Cela compte beaucoup pour nous. Maintenant, retour à l'histoire. J'éprouvais un engourdissement important dans ma jambe gauche et des épisodes de douleur si intenses que je devais parfois m'asseoir au milieu d'un couloir parce que mon corps refusait tout simplement de coopérer. Je l'ai caché à Elliot aussi longtemps que j'ai pu. Non pas parce que je ne lui faisais pas confiance, mais parce que je savais ce qu'il dirait. Il voudrait que je me fasse opérer. Il voudrait être impliqué, supervisé. Et j'étais terrifié, d'une manière que je ne pouvais pas entièrement articuler, d'être vu si vulnérable par quelqu'un qui comptait pour moi. La crise est arrivée un mardi de fin février. J'étais en pleine tournée, marchant entre les chambres au 4e étage, quand la douleur a explosé dans le bas de mon dos avec une férocité qui m'a coupé le souffle. Ce n'était pas comme les autres épisodes. C'était différent en qualité, en intensité, dans la façon dont cela irradiait simultanément dans les 2 jambes, comme si mon système nerveux avait décidé d'organiser une révolte. J'ai atteint le poste des infirmières avant que mes jambes ne lâchent. J'ai agrippé le bord du comptoir et j'ai essayé de respirer, d'essayer de rester debout, mais mon corps avait déjà pris sa décision. Une infirmière m'a rattrapé avant que je ne touche le sol. En quelques minutes, j'étais sur un brancard, une intraveineuse dans le bras, et quelqu'un appelait le chirurgien de garde. L'IRM a confirmé ce que je redoutais discrètement depuis des mois, une hernie discale sévère avec des fragments appuyant directement sur la moelle épinière. La neurochirurgienne de service, une femme nommée Dr Prière, a été directe et calme. L'opération n'était pas facultative. La retarder de ne serait-ce que 48 heures augmentait considérablement le risque de dommages permanents. Elle a été programmée pour le lendemain matin, le 6 mars. J'ai appelé ma mère ce soir-là, depuis mon lit d'hôpital, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru étant donné la peur qui se nouait dans ma poitrine. « Maman, je dois te dire quelque chose et j'ai besoin que tu écoutes avant de répondre. » J'ai tout expliqué. Le diagnostic, la gravité, l'opération. Je lui ai dit que c'était sérieux. Je lui ai dit que j'avais peur d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis que j'étais enfant. Et je lui ai dit pour la première fois que j'avais besoin qu'elle soit là, pas pour la logistique, pas pour la paperasse. J'avais juste besoin de savoir que quelqu'un qui était censé m'aimer serait dans cet hôpital à mon réveil. Le silence à l'autre bout du fil a duré assez longtemps pour que je pense que l'appel avait été coupé. Puis ma mère a parlé, et sa voix portait ce ton particulier que j'avais entendu 1000 fois auparavant, celui qui parvenait à paraître sympathique tout en communiquant simultanément que tout ce que je ressentais était un inconvénient. « Oh, Serena, je suis tellement désolé, ma chérie. Le timing est terrible.
J'ai le gala des Henderson samedi et l'installation commence vendredi matin. Je coordonne ça depuis 2 mois. Penses-tu qu'il pourrait peut-être repousser l'opération à la semaine prochaine? Je lui ai dit aussi calmement que possible que non, l'opération ne pouvait pas être repoussée, que l'équipe médicale avait été explicite sur l'urgence, que ce n'était pas une situation où attendre était une option. Il y a eu une autre pause, puis, eh bien, tu es dans un hôpital. Tu es entouré de médecins. Je suis sûr que tout ira bien. Je le suis vraiment, ma chérie. Appelle-moi après, d'accord? Je t'aime. Elle a raccroché. Je suis resté assise dans ce lit d'hôpital pendant longtemps après, le téléphone toujours à la main, écoutant le bip des moniteurs et les bruits lointains du service. Le plafond au-dessus de moi était blanc et sans relief. Et je l'ai fixé comme on fixe quelque chose quand on essaie très fort de ne pas pleurer. Pas parce qu'on est triste exactement, mais parce que quelque chose à l'intérieur de vous vient de confirmer ce que vous soupçonniez depuis très longtemps. Et la confirmation ressemble moins à une révélation qu'à une porte qui se ferme. Je n'ai pas appelé Elliot cette nuit-là. Je me suis dit que c'était parce que je ne voulais pas l'inquiéter. Je me suis dit que c'était parce que je voulais gérer ça seul, comme j'avais géré tout le reste seul pendant la majeure partie de ma vie. Mais la vérité, si je suis honnête, c'est que j'avais honte. Honte que la femme qui était censée être ma mère venait de me dire, en autant de mots, qu'une fête était plus importante que ma vie. Honte d'avoir espéré, même après tout, que cette fois-ci pourrait être différente. Le matin de l'opération, j'ai rempli les formulaires moi-même. J'ai inscrit Rachel comme contact d'urgence parce qu'Elliot était déjà à l'hôpital ce jour-là, déjà prévu pour des réunions consécutives avec le conseil d'administration concernant les plans d'expansion de l'hôpital. Je ne lui avais pas parlé de l'opération. Je n'en avais parlé à personne de son entourage. Je voulais que ce soit fait et terminé avant qu'il ne le sache. Avant que l'homme qui dirigeait cet hôpital ne devienne aussi l'homme qui devait s'asseoir dans une salle d'attente en se demandant si sa femme allait survivre à la matinée. C'était une erreur, dont je ne comprendrai tout le poids que plus tard. Dans les heures qui ont suivi, quand tout a dérapé sur cette table d'opération et que la seule personne qui aurait pu être là pour moi était celle que j'avais laissée dans l'ignorance. L'opération devait durer 4 heures. Elle en a duré 9. Le docteur en a trouvé des complications qu'elle n'avait pas prévues. Les fragments de disques s'étaient déplacés pendant la nuit et le schéma de compression était plus complexe que l'imagerie ne l'avait suggéré, l'obligeant à travailler dans un espace dangereusement proche de groupes de nerfs critiques. À 2 reprises pendant l'intervention, ma tension artérielle a chuté si radicalement que l'équipe chirurgicale a dû faire une pause et me stabiliser avant de continuer. À un moment donné, le docteur m'a dit plus tard, il ne savait vraiment pas s'il pourrait sauver la sensibilité complète de mes membres inférieurs. Une fuite de liquide céphalorachidien s'est développée à mi-parcours, nécessitant une intervention supplémentaire qui a ajouté des heures au calendrier et a transformé ce qui était déjà une chirurgie à haut risque en quelque chose de beaucoup plus périlleux. Je me suis réveillé dans une salle de réveil que je ne reconnaissais pas, bien qu'elle se trouvât, bien sûr, dans le même hôpital où je travaillais et où mon mari était le patron. La douleur était énorme. Pas aiguë exactement, mais profonde et dévorante. Le genre de douleur qui donne l'impression que tout votre corps appartient à quelqu'un d'autre. J'ai cligné des yeux vers le plafond, essayant de m'orienter, essayant de me souvenir où j'étais et pourquoi. Et quand les souvenirs sont revenus, ils sont revenus tous en même temps. Un déluge. Une infirmière est apparue à côté de moi, vérifiant mes constantes vitales avec une efficacité discrète. Son badge indiquait Marcus. Il était doux d'une manière qui semblait délibérée, comme s'il avait été formé pour reconnaître le type particulier de patient qui venait de traverser quelque chose de dévastateur et en était sorti de l'autre côté, ne sachant pas encore s'il allait s'en sortir. « Vous êtes à Méridien Général, dit-il, comme s'il lisait ma confusion. L'opération est terminée. Le docteur N viendra vous voir sous peu. Y a-t-il quelqu'un pour moi? La question est sortie avant que je puisse l'arrêter, et j'ai détesté à quel point ma voix semblait faible. Marcus a jeté un coup d'œil à quelque chose sur son écran, puis m'a regardé avec une expression que je me souviendrai longtemps. Ce n'était pas de la pitié. C'était quelque chose de plus discret, d'une certaine manière, de pire. De la reconnaissance. « Laissez-moi vérifier, dit-il, et il disparut. Personne n'est venu. Pas de ma famille en tout cas. Mon téléphone, quand j'ai finalement réussi à l'atteindre sur la table de chevet, ne montrait aucun appel manqué de ma mère, aucun texto demandant comment s'était passée l'opération.
Ce qu'il montrait, c'était une série de photos publiées sur son compte de médias sociaux. Des images de l'installation du gala des Henderson, la montrant souriante au milieu d'arrangements floraux et de nappes drapées, avec une légende sur la magie d'une vision qui prend forme. Je les ai fait défiler lentement, chaque image atterrissant avec un poids qui n'avait rien à voir avec l'événement lui-même et tout à voir avec ce qu'il représentait. J'étais dans un lit d'hôpital, incapable de bouger sans une douleur atroce, et ma mère arrangeait des centres de table. C'est en milieu d'après-midi que tout a changé, bien que je ne comprendrais toute la portée que des heures plus tard. La porte de ma salle de réveil s'est ouverte et Elliot est entré. Il portait encore les vêtements qu'il avait mis pour ses réunions du conseil d'administration ce matin-là. Ses manches étaient retroussées jusqu'au coude, comme il les portait toujours quand il travaillait depuis des heures. Son expression, cependant, était différente de tout ce que j'avais vu sur son visage auparavant. Elle n'était pas calme. Elle n'était pas posée. C'était quelque chose de brut et à peine contenu. Un mélange de choc, de fureur et de quelque chose qui s'approchait du chagrin. Serena, dit-il, mon nom. De la manière dont une personne dit un mot qu'elle s'est répété pendant un certain temps, comme pour essayer de lui donner un sens. Il a traversé la pièce en 3 pas et s'est tenu à côté de mon lit. Et pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Puis il a regardé les moniteurs, les lignes de perfusion, les notes chirurgicales sur le dossier suspendu au pied du lit. Et je l'ai regardé les lire comme un médecin les lit, rapidement et complètement. Quand il m'a regardé à nouveau, sa mâchoire était serrée. « Depuis combien de temps savais-tu, demanda-t-il, à propos de l'opération, de tout ça ?» Je lui ai dit. Pas tout, pas cette nuit-là, mais assez. Assez pour qu'il comprenne que ce n'était pas une surprise pour moi, que je portais ça depuis des mois, que j'avais pris la décision de le lui cacher délibérément. Il a écouté sans m'interrompre, comme il le faisait toujours, mais je pouvais voir l'effort que cela lui coûtait de rester immobile, de ne pas me prendre dans ses bras ou d'exiger des réponses ou de dire l'une des choses qui pressaient clairement contre l'intérieur de son calme. Quand j'ai fini, il est resté silencieux pendant un long moment. Puis il s'est assis sur la chaise à côté de mon lit, a pris ma main et a dit, « Tu n'aurais pas dû être seul pour ça. » Je sais, ai-je murmuré. « Ta mère ?» Je lui ai dit ça aussi, brièvement, sèchement. De la manière dont on décrit quelque chose qui a déjà été absorbé dans le paysage de sa vie, quelque chose qu'on a cessé d'attendre de voir différent. Il a écouté, et j'ai vu quelque chose changer derrière ses yeux, quelque chose de discret et de ferme, comme une porte qui se ferme et se verrouille de l'intérieur. D'accord, dit-il. Et puis, parce qu'il était Elliot, parce qu'il était le genre de personne qui transformait le chagrin en action dès que cela devenait possible, il a commencé à passer des appels. Il a appelé l'équipe infirmière pour s'assurer que ma gestion de la douleur était optimisée. Il a appelé le docteur N directement pour passer en revue les notes chirurgicales et le plan de récupération en détail. Il a appelé Rachel pour lui faire savoir que j'étais réveillé et stable. Il n'a notamment pas appelé ma mère. Quand je lui ai posé la question plus tard, il a simplement dit, « C'est à toi de prendre cette décision, pas à moi. » C'était l'une des choses que j'aimais le plus chez lui. Il ne prenait jamais de décision à ma place. Il s'assurait simplement que j'avais tout ce dont j'avais besoin pour les prendre moi-même. Les jours qui ont suivi dans cette chambre d'hôpital ont été parmi les plus longs de ma vie. La récupération physique de l'opération était brutale dans ses exigences. Chaque mouvement devait être calculé. Chaque changement de position négocié avec un corps qui semblait avoir été réassemblé à partir de pièces qui ne s'emboîtaient plus tout à fait correctement. La douleur venait par vagues, parfois gérable, parfois si dévorante que je pouvais à peine penser à travers elle. Rachel venait tous les jours pendant ses pauses, m'apportant des choses du monde extérieur, de petits réconforts qui comptaient plus qu'il n'aurait dû. Elliot venait dès qu'il le pouvait, ce qui était souvent, malgré le fait que diriger un hôpital de 800 millions de dollars lui laissait très peu de temps libre. Il n'en faisait jamais tout un plat. Il apparaissait simplement dans l'embrasure de la porte, s'asseyait sur la chaise à côté de mon lit, et était présent. Parfois nous parlions, parfois non. Sa présence était la forme de soin la plus discrète et la plus constante que j'ai jamais reçue. Et elle rendait l'absence de ma mère encore plus vive par comparaison. Non pas parce que j'avais besoin d'elle là, mais parce que le contraste entre ce qu'Elliot offrait et ce qu'elle ne prenait pas la peine d'offrir était impossible à ignorer. Le 4e jour après l'opération, ma mère a appelé. J'ai laissé sonner 4 fois avant de répondre. Sa voix était vive, joyeuse,
la voix qu'elle utilisait quand elle essayait de projeter de la normalité sur une situation qui s'était écartée de son scénario préféré. « Comment te sens-tu, ma chérie ? J'ai été tellement occupé avec le nettoyage du gala, tu n'imaginerais pas. Tout s'est merveilleusement bien passé, au fait. » Les Henderson étaient ravis. « Bref, parle-moi de l'opération. » C'était très grave. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille un instant. Non pas parce que le volume était trop fort, mais parce que j'avais besoin d'un temps de silence pour décider qui j'allais être dans cette conversation. L'ancienne Serena aurait adouci les choses, aurait dit que tout allait bien, aurait changé de sujet et laissé la blessure guérir discrètement là où personne ne pouvait la voir. Mais l'ancienne Serena avait été seule sur une table d'opération pendant 9 heures pendant que sa mère arrangeait des fleurs. « Ce n'était pas grave, maman, dis-je. C'était presque fatal. » Il y eut une pause à l'autre bout du fil qui me dit qu'elle ne s'attendait pas à ces mots. J'ai continué avant qu'elle ne puisse la combler par une déviation. Ma tension artérielle s'est effondrée 2 fois pendant l'opération. Il y a eu une fuite de liquide céphalorachidien. Ça a duré 9 heures au lieu de 4. J'ai failli ne plus jamais marcher. Un autre silence, puis d'une voix un peu moins vive qu'auparavant. Eh bien, l'important c'est que tu ailles bien maintenant, n'est-ce pas? Tu vois, tu étais entre de bonnes mains. Méridian Général a des médecins merveilleux. J'ai fermé les yeux. Oui, dis-je. C'est vrai. J'ai mis fin à l'appel peu après, et quand j'ai reposé le téléphone, ma main était stable et ma poitrine étrangement vide. Comme on se sent après avoir dit quelque chose de vrai à voix haute pour la première fois et que le monde ne s'est pas effondré autour, mais n'a pas non plus changé. Certaines vérités atterrissent doucement. Elles ne réparent rien. Elles existent simplement, enfin reconnues, occupant l'espace qu'elles étaient toujours censées occuper. Elliot a appris l'appel téléphonique par Rachel, qui en avait entendu la fin depuis le couloir. Il n'en a pas parlé immédiatement. Il a attendu ce soir-là, quand nous étions seuls et que l'hôpital s'était installé dans son calme nocturne, il s'est assis à côté de mon lit et m'a demandé prudemment ce que je voulais faire ensuite. Pas à propos de l'opération, pas à propos de la convalescence. À propos de ma mère, de ma famille, de la forme de la vie que nous construisions ensemble et de la place, si elle existait, que les personnes qui n'avaient pas été là pour moi y occupaient. C'était la bonne question à poser, et c'était la question à laquelle j'allais passer les mois suivants à essayer de répondre. Deuxième partie. La guérison ne se fait pas en ligne droite. Elle se fait par des retours en arrière. Par des jours qui ressemblent à des progrès, suivis de nuits qui vous ramènent au début. Elle se produit dans les heures calmes où le service est sombre et que vous êtes allongé là, à ne rien regarder, à cataloguer les dommages, non seulement à votre corps, mais aux parties de vous-même que vous pensiez déjà guéries. Pour moi, les semaines après l'opération ont été une masterclass dans les deux domaines. Ma colonne vertébrale guérissait comme le docteur N l'avait espéré, lentement mais sans les contretemps qui l'avaient inquiété pendant l'intervention. La fusion tenait. La compression nerveuse s'atténuait. À la fin de la première semaine, je pouvais m'asseoir sans aide, ce qui, à ce moment précis de ma vie, ressemblait à l'une des réalisations les plus importantes que j'ai jamais accomplies. Mais les autres dommages, ceux qui vivaient dans l'espace entre ce que ma mère avait fait et ce que j'étais prête à ressentir à ce sujet, ne guérissaient pas du tout. Ils se calcifiaient, se durcissaient en quelque chose de dense et de permanent. Comme le tissu cicatriciel qui se forme sur une blessure qu'on a laissé se refermer d'elle-même. Elliot était là chaque jour, de la manière que seule une personne qui a choisi de vous aimer délibérément et sans réserve peut l'être. Il ne planait pas. Il ne remplissait pas le silence de réassurance, de platitude ou de cet optimisme forcé que les gens bien intentionnés offrent parfois quand ils ne savent pas quoi dire d'autre. Il se présentait simplement. Il m'apportait des choses dont j'avais besoin avant que je ne les demande. Une marque spécifique de thé au gingembre qui calmait mon estomac quand les médicaments le révoltaient. Un roman de poche usé qu'il avait trouvé dans la boutique de cadeaux de l'hôpital et qui s'est avéré être vraiment bon. Une petite plante grasse en pot qui était posée sur ma table de chevet et qui, d'une manière ou d'une autre, est restée en vie pendant toutes ces semaines. C'étaient les gestes qui comptaient. Pas de grandes déclarations, pas de démonstration dramatique d'inquiétude, juste la preuve stable et discrète qu'une autre personne avait intégré votre existence dans l'architecture de sa journée et avait l'intention de continuer à le faire. Rachel était l'autre constante. Elle travaillait dans le service d'orthopédie 2 étages au-dessus du mien, ce qui signifiait qu'elle pouvait passer pendant ses pauses sans que cela ne demande d'efforts particuliers. Bien que je savais,
Pour l'avoir observée au fil des ans, qu'elle aurait fait l'effort de toute façon. Rachel était le genre d'amie qui fonctionnait à l'instinct. Elle pouvait lire une pièce comme certaines personnes lisent une page, absorbant la température émotionnelle d'un espace en le temps qu'il fallait à quelqu'un d'autre pour remarquer le temps qu'il faisait dehors. Elle savait sans qu'on le lui dise quand je voulais de la compagnie et quand je voulais être seul. Elle savait quand j'avais besoin de parler de ce qui se passait avec ma famille et quand j'avais besoin de parler de tout sauf de ça. Un après-midi, environ 10 jours après le début de ma convalescence, elle m'a apporté un récipient de soupe qu'elle avait faite elle-même, s'est assise sur la chaise près de la fenêtre, et n'a rien dit du tout pendant 20 minutes pendant que je mangeais. Puis elle a dit, « Tu as meilleure mine aujourd'hui » et elle est partie. C'était suffisant, plus que suffisant. Le premier vrai test est arrivé un mercredi, 12 jours après l'opération, quand mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro que je n'ai pas immédiatement reconnu. Il s'est avéré que c'était Vivien. Ma sœur et moi ne nous étions pas parlé depuis des mois, non pas à cause d'une dispute particulière, mais parce que la communication entre nous avait toujours été sporadique et à sens unique. Elle appelait quand elle voulait quelque chose. Elle envoyait un texto quand elle s'ennuyait. Elle n'initiait pas, en règle générale, le contact par souci de mon bien-être, car ce n'était pas une catégorie dans laquelle elle m'avait jamais placé. Le texto disait, « Maman m'a dit que tu avais eu une sorte d'opération. Ça va ?» Je l'ai lu 3 fois. Non pas parce que les mots étaient déroutants, mais parce que leur désinvolture était stupéfiante. Une sorte d'opération, comme si cela aurait pu être une extraction de dents de sagesse, comme si la nature de ce qui m'était arrivé était un inconvénient trop mineur pour mériter des détails. Je n'ai pas répondu ce jour-là, ni le lendemain. J'ai laissé le message dans ma boîte de réception comme on laisse une lettre sur un comptoir quand on sait qu'elle contient quelque chose qu'on n'est pas prêt à ouvrir. C'est Elliot qui a suggéré le premier, doucement, que je devrais peut-être réfléchir à ce que je voulais dire à ma famille. Pas ce que je leur devais, pas ce qui serait poli, approprié ou attendu. Ce que je voulais. La distinction était importante, et il l'a comprise. Nous étions allongés ensemble dans le lit d'hôpital étroit un vendredi soir, moi sur le dos car c'était la seule position qui n'aggravait pas ma colonne vertébrale, lui sur le côté face à moi, sa main posée sur la mienne de cette manière lâche et sans hâte qu'il avait. Le service était calme, la lumière qui filtrait par la fenêtre était de cette nuance ambrée particulière que les après-midi de fin d'hiver produisent en Caroline du Sud, chaude et légèrement dorée, comme si la journée essayait de s'excuser de la froideur des nuits. « Tu n'as rien à décider maintenant, dit-il. Mais un jour, tu devras décider quel genre de relation tu veux avec eux, si tu en veux une. Je sais. Et quelle que soit ta décision, je la soutiendrai complètement. » J'ai tourné la tête pour le regarder. Son visage était proche, les rides autour de ses yeux adoucis par la lumière déclinante, et j'ai ressenti un instant une vague de quelque chose de si féroce et simple que ça m'a presque fait peur. De la gratitude peut-être, ou quelque chose de plus grand que la gratitude. La reconnaissance que cet homme calme, stable, extraordinaire, était devenu la chose dont j'avais passé toute ma vie à ignorer le manque. Pas un parent qui me voyait, pas une sœur qui me reconnaissait. Un partenaire qui refusait simplement et fondamentalement de me laisser disparaître. L'appel de Vivien est arrivé 4 jours plus tard, non pas sous forme de texto cette fois, mais d'un véritable appel téléphonique, ce qui était assez inhabituel pour que je n'y réponde presque pas. Sa voix était vive, animée, portant cette énergie particulière qu'elle avait toujours eue. Le genre qui pouvait remplir une pièce si complètement qu'on oubliait parfois qu'il y avait d'autres personnes. « Serena, j'ai essayé de te joindre. As-tu reçu mon texto? Comment va le dos? Maman a dit que c'était assez routinier. Juste une chose standard. Je voulais prendre de tes nouvelles. » Je l'ai laissé finir de parler. Puis j'ai dit, « Vivien, ce n'était pas routinier. » « Qu'est-ce que tu veux dire? » J'ai failli mourir. L'opération a duré 9 heures. Ma tension artérielle s'est effondrée. Il y a eu une fuite de liquide céphalorachidien. J'étais seul dans cette salle d'opération la plupart du temps parce que personne dans ma famille ne savait à quel point c'était grave. Et la seule personne qui le savait, la seule personne qui aurait pu être là, était occupée par un gala. Le silence qui a suivi était différent des silences que j'avais connus avec ma mère. Les silences de Patricia étaient calculés. C'étaient les pauses de quelqu'un qui se recalibrait, qui décidait comment dévier, minimiser ou rediriger. Le silence de Vivien était le silence de quelqu'un qui ne savait vraiment pas. C'était le silence de l'information qui atterrissait pour la première fois,
et il a été suivi, après un long temps, par un petit son qui aurait pu être le début de quelque chose qu'elle n'était pas sûre d'avoir le droit de dire. Maman m'a dit que c'était juste un truc de dos, dit-elle finalement, et sa voix était plus calme maintenant, dépouillée de sa performance habituelle. Maman t'a dit ce qu'elle voulait que tu entendes. Une autre pause. Puis, tu vas bien? Genre, vraiment bien? Je guéris lentement. Je peux venir te voir? La demande m'a surprise. Vivien et moi n'avions pas été dans la même pièce depuis près d'1 an. Notre relation, si on peut l'appeler ainsi, existait principalement à travers le mince médium de textos occasionnels et d'appels téléphoniques encore plus occasionnels qui duraient rarement plus de quelques minutes. L'idée d'elle dans ma chambre d'hôpital, en chair et en os, occupant le même espace physique que la preuve de ce qui m'était arrivé, me semblait étrangement significative. D'accord, dis-je. Mais pas aujourd'hui. Elle est venue 3 jours plus tard, un samedi matin, arrivant à Méridian Général avec un sac en cuir sur l'épaule et une expression sur le visage que je n'avais jamais vue auparavant. Ce n'était pas l'expression qu'elle portait habituellement avec moi, qui était un mélange de supériorité désinvolte et d'ennui léger, comme si mon existence était quelque chose qu'elle tolérait plutôt qu'elle ne s'y engageait. C'était différent. C'était quelque chose de plus proche de l'inquiétude. Elle est restée un instant dans l'embrasure de la porte de ma chambre avant d'entrer, comme si elle se préparait à quelque chose. Et quand elle m'a vu dans le lit, les tubes toujours en place, les moniteurs clignotant toujours leur rythme silencieux à côté de moi, quelque chose a changé dans son expression que je n'ai pas tout à fait pu nommer. Bon sang, Serena, dit-elle, et elle s'assit sur la chaise à côté de mon lit sans un mot de plus. Nous sommes restés comme ça un moment, nous deux, sans parler. C'était un silence inhabituel entre nous. Pendant la majeure partie de notre vie, le silence avait été une arme dans l'arsenal de Vivien. Quelque chose qu'elle déployait stratégiquement quand elle voulait mettre quelqu'un mal à l'aise. Ce silence n'était pas stratégique. Il était abasourdi. Je ne savais pas, dit-elle finalement, à quel point c'était grave. Je jure que je ne savais pas. Je te crois. Maman a fait comme si ce n'était rien, comme si tu avais une écharde ou quelque chose et que tu en faisais des tonnes. C'est ce qu'elle fait. Vivien m'a regardé alors, vraiment regardé, avec une intensité que j'ai ressentie comme une chose physique. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit toi-même, avant l'opération? Je veux dire, tu aurais pu m'appeler. La question était juste, et j'y avais pensé pendant les longues heures de convalescence, la retournant dans mon esprit comme on retourne une pierre pour voir ce qui vit en dessous. La réponse honnête était compliquée. En partie, c'était que je ne m'attendais pas à ce que Vivien s'en soucie. En partie, c'était que j'avais passé tant d'années à naviguer dans une dynamique familiale où mes besoins étaient systématiquement traités comme secondaires que l'idée de tendre la main et de demander de l'aide me semblait étrangère, presque transgressive. Comme enfreindre une règle à laquelle je n'avais jamais consciemment consenti, mais à laquelle j'avais obéi si longtemps qu'elle était devenue indiscernable de l'instinct. Et en partie, c'était quelque chose que je ne m'étais pas entièrement avoué jusqu'à ce moment précis, assise dans ce lit d'hôpital avec les yeux de ma sœur sur moi, c'est-à-dire que je n'avais pas cru que je méritais d'être celle pour qui les gens s'inquiétaient. J'avais passé toute ma vie à être la forte, la capable, celle qui n'avait pas besoin d'aide. L'idée que je puisse avoir le droit d'en avoir besoin, de la demander, de la recevoir, me semblait être un réarrangement des termes fondamentaux de mon existence. Je ne sais pas, dis-je, ce qui était à la fois la vérité et pas tout à fait la vérité. Vivien est resté 2 heures ce jour-là, plus longtemps qu'elle n'avait jamais passé seule avec moi depuis des années. Nous avons parlé de choses dont nous n'avions pas parlé depuis longtemps, de notre enfance, de la saveur particulière de la solitude qui vient du fait de grandir dans une maison où un enfant est célébré et l'autre simplement toléré. Des façons dont cette dynamique nous avait façonnés différemment. Pas seulement les manières évidentes, le ressentiment, l'autosuffisance et le retrait silencieux, mais les plus subtils. La façon dont Vivien n'avait jamais appris à supporter l'inconfort parce que notre mère l'avait toujours aplani pour elle. La façon dont je n'avais jamais appris à demander ce dont j'avais besoin parce que demander m'avait toujours été enseigné, à travers 1000 petites leçons, comme quelque chose qui serait ignoré. Avant de partir, elle m'a serré dans ses bras avec précaution, consciente des tubes, des moniteurs et de la fragilité du corps sous la blouse d'hôpital, mais avec une sincérité qui m'a prise au dépourvu. Je suis désolée, dit-elle, et je l'ai cru aussi. Les semaines qui ont suivi ont été un lent dénouement de la vie que j'avais construite avant l'opération et une construction timide de quelque chose de nouveau à sa place. Physiquement, je devenais plus forte.
L'équipe de rééducation de Méridian était exceptionnelle, et sous leur direction, je suis passé de l'incapacité à me tenir debout sans aide à de courtes promenades dans le couloir avec une canne. Chaque pas, une négociation avec un corps qui réapprenait à me porter. Elliot avait fait en sorte que j'ai accès aux meilleurs kinésithérapeutes de l'hôpital, discrètement et sans en faire tout un plat, et j'étais reconnaissante de sa capacité à déployer sa position au service de ma guérison sans jamais me faire sentir comme une patiente plutôt qu'une personne. C'est au cours d'une de ces promenades, environ 3 semaines après l'opération, que j'ai rencontré le docteur Harrison. Leonard Harrison était le chef du service de neurochirurgie à Méridian, un homme dans la soixantaine avec des cheveux argentés et une manière calme et mesurée qui vous mettait en sécurité même lorsque la situation justifiait la peur. Il avait été l'un des chirurgiens consultés sur mon cas avant que le docteur Neer ne prenne la relève, et je le connaissais, comme la plupart des résidents, comme une figure d'autorité discrète au sein de l'hôpital. Il s'est mis à mon pas dans le couloir, adaptant son rythme sans commentaire, et nous avons marché un moment en silence amical avant qu'il ne parle. « J'ai examiné vos notes chirurgicales, dit-il. Le travail du docteur N a été exceptionnel. Le schéma de compression était inhabituel. N'importe qui l'aurait trouvé difficile. Ça a failli me tuer. Oui, dit-il sans ciller. C'est vrai. Mais ça ne l'a pas fait. Et ça vous dit quelque chose. Qu'est-ce que ça me dit? Il m'a jeté un regard de côté. Que vous êtes plus forte que vous ne le pensez, et que vous avez de bonnes personnes autour de vous. Il fit une pause. Y compris ce mari à vous qui réorganise discrètement le tableau de planification chirurgicale depuis 2 semaines pour s'assurer que vos rendez-vous de suivi ne sont jamais en conflit les uns avec les autres. Je ne le savais pas. Je l'ai classé dans la collection grandissante des choses qu'Elliot faisait sans me le dire. L'architecture silencieuse des soins qu'il construisait autour de ma vie sans jamais demander de reconnaissance. Le docteur Harrison m'a raccompagné jusqu'à ma chambre et m'a laissé là avec un signe de tête et un « continuez comme ça, docteur Callaway » discret. C'était la première fois que quelqu'un à l'hôpital m'appelait par ce titre depuis l'opération, et le son, si ordinaire dans tout autre contexte, m'a semblé étonnamment rassurant. J'étais toujours un médecin. J'étais toujours une personne avec une carrière, un but et une place dans cette institution. L'opération ne m'avait pas enlevé ça. L'absence de ma mère ne m'avait pas enlevé ça. Rien ne me l'avait enlevé parce que ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait prendre. C'était quelque chose que j'avais construit, pièce par pièce, au fil d'années de détermination silencieuse, et cela m'appartenait d'une manière que l'approbation ou la désapprobation de personne d'autre ne pouvait altérer. La confrontation avec ma mère ne s'est pas passée comme je l'avais imaginé. Je l'avais imaginé comme quelque chose de dramatique, une scène avec des voix élevées et des larmes, et le genre d'échange cathartique qui se produit dans les films lorsque des griefs longtemps enfouis font enfin surface. Ce qui s'est réellement passé a été plus discret, d'une certaine manière, plus dévastateur par sa discrétion. Patricia a appelé un mardi soir, 2 semaines après la visite de Vivien. Elle avait vraisemblablement été informée par Vivien de la gravité de ce qui s'était passé, car son ton était différent de la qualité désinvolte et fuyante qu'il avait eue lors de nos conversations précédentes. Il était prudent, presque mesuré, comme si elle avait répété ce qu'elle allait dire, ou du moins y avait réfléchi plus que d'habitude avant d'ouvrir la bouche. « Serena, j'ai réfléchi, commença-t-elle, et je me suis préparé, car ces mots dans la bouche de ma mère n'avaient jamais, de toute ma vie, précédé quoi que ce soit qui me concernait réellement. Vivien m'a raconté des choses sur l'opération, sur comment ça s'est passé. Vraiment? Et je veux que tu saches que je comprends pourquoi tu es contrarié. » La formulation a atterri avec une précision qui m'a surprise. Pas « je comprends que tu es contrarié », qui aurait été la version passive, la version qui traitait mes sentiments comme quelque chose qui m'arrivait plutôt que quelque chose que je vivais activement. Mais je comprends pourquoi tu es contrarié, ce qui était une reconnaissance de cause à effet, d'action et de conséquence. C'était, pour Patricia, une déclaration remarquablement directe, et je l'ai laissé reposer un instant avant de répondre. Vraiment? Oui. Et je veux t'expliquer. Je t'écoute. Ce qui a suivi n'était pas exactement des excuses, bien qu'il en contint les prémices. Patricia m'a dit, de sa manière prudente et répétée, qu'elle n'avait pas compris la gravité de mon état au moment de l'opération, que lorsque l'hôpital l'avait appelée, les informations qu'elle avait reçues avaient été vagues. Et qu'elle les avait interprétées à travers le prisme de ce à quoi elle s'attendait, c'est-à-dire que sa fille, la capable, celle qui s'était toujours débrouillée, se débrouillerait aussi cette fois. Elle m'a dit qu'elle avait été distraite par le gala, oui,
mais que la distraction n'était pas la raison pour laquelle elle était restée à l'écart. La raison, dit-elle, était qu'elle avait sincèrement cru que je m'en sortirais sans elle, que j'avais toujours été bien sans elle, que quelque part en cours de route, elle avait confondu ma capacité à survivre sans soutien avec une préférence pour cela. J'ai écouté tout cela sans l'interrompre, de la manière dont Elliot m'avait appris à écouter, c'est-à-dire non pas passivement mais activement, en absorbant chaque mot, en le retournant et en l'examinant pour la vérité qu'il pourrait contenir. Et il y avait de la vérité là-dedans. Pas toute la vérité, pas le récit complet et honnête d'une vie de choix qui avait constamment placé les besoins de Vivien avant les miens, mais un fil de vérité, mince mais réel, tissé à travers le reste. Ma mère n'avait vraiment pas su à quel point l'opération était grave. Elle avait vraiment cru que je m'en sortirais. La tragédie n'était pas qu'elle avait été cruelle. La tragédie était qu'elle avait été si profondément façonnée par ses propres hypothèses sur qui j'étais et ce dont j'avais besoin que l'alternative, la possibilité que je puisse avoir besoin d'elle, ne lui était tout simplement jamais venue à l'esprit. Je t'entends, dis-je quand elle eut fini. Et je comprends ce que tu dis. Mais comprendre pourquoi quelque chose est arrivé ne le rend pas moins douloureux. Le silence qui a suivi a été le plus long que nous ayons partagé depuis des années. Et quand elle a repris la parole, sa voix était différente, dépouillée de son sang-froid habituel d'une manière qui semblait presque douloureuse à entendre. Je sais, dit-elle. Je sais que non. Nous n'avons rien résolu lors de cet appel. Nous ne sommes pas arrivés à une conclusion nette, à une compréhension mutuelle qui effaçait les dommages et nous permettait d'avancer comme si rien ne s'était passé. Ce n'est pas comme ça que ces choses fonctionnent, peu importe à quel point nous pourrions le souhaiter. Mais quelque chose a changé entre nous dans cette conversation. Quelque chose de petit, de timide et de fragile, comme la première pousse verte qui perce un sol gelé depuis très longtemps. Ce n'était pas le pardon. Ce n'était même pas le début du pardon. C'était quelque chose de plus préliminaire que ça. C'était la reconnaissance, des deux côtés, qu'il y avait une blessure, qu'elle était réelle, et que prétendre le contraire n'était plus quelque chose que l'une ou l'autre était prête à faire. Elliot était réveillé quand j'ai raccroché, assis dans le petit appartement que nous partagions près de l'hôpital, lisant une pile de rapports administratifs avec un verre d'eau sur la table à côté de lui. Il a levé les yeux quand je suis entré, et quelque chose sur mon visage a dû lui dire ce qui s'était passé, car il a posé les papiers et a simplement ouvert les bras, et je suis allé vers lui, et nous sommes restés comme ça un moment, sans parler. Existant simplement ensemble dans ce genre de silence particulier qui n'est possible qu'entre deux personnes qui se sont vues au pire et ont choisi de rester. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. Ce n'était pas une décision dramatique. Ce n'était pas quelque chose qui aurait semblé important de l'extérieur, mais cela me semblait important de l'intérieur, ce qui était le seul endroit qui comptait. J'ai pris mon téléphone et j'ai tapé un message à Vivien. Pas un long message, juste ceci, merci d'être venu me voir et d'avoir dit la vérité à maman. Je le pense vraiment. Sa réponse est arrivée en quelques minutes, toujours. Et puis, un instant plus tard, déjeuner ce week-end? C'est ma tournée. J'ai souri au téléphone, et pour la première fois depuis des semaines, le sourire a atteint un endroit profond et calme en moi, un endroit qui avait été fermé plus longtemps que je ne l'avais réalisé. Les semaines se sont transformées en mois, et les mois ont emporté avec eux le travail lent et peu glamour de la reconstruction. Mon corps guérissait par incréments si petits qu'au quotidien, ils étaient invisibles. Mais quand je les mesurais par rapport à là où j'avais été, la distance était stupéfiante. Fin avril, j'étais de retour dans les services de l'hôpital, pas encore pour opérer, mais pour observer, consulter, me familiariser à nouveau avec les rythmes du travail clinique après des semaines d'immobilité forcée. Les résidents avec qui j'avais travaillé avant l'opération m'ont accueilli avec une chaleur qui m'a prise par surprise. Le docteur Harrison est passé à mon bureau un après-midi pour me dire que mon absence avait été remarquée et que mon retour était, selon ses mots, un bon jour pour cet hôpital. Je l'ai remercié, et je le pensais. Et après son départ, je suis resté un moment dans le calme de mon bureau et je me suis permis de ressentir quelque chose que j'avais passé la majeure partie de ma vie à éviter, c'est-à-dire la fierté. Pas le genre de fierté qui vient du fait de se prouver à quelqu'un d'autre. Le genre plus discret, celui qui vient du fait de savoir avec une certitude qui ne dépend de l'opinion de personne d'autre que l'on est exactement là où l'on est censé être. Vivien est revenu en mai, et cette fois, la visite était différente de la première. Il y avait moins de lourdeur, moins de cette qualité stupéfaite et coupable qui avait coloré leur première conversation. Au lieu de cela, il y avait quelque chose de presque hésitant,
comme si elles testaient toutes les deux le terrain sous leurs pieds, vérifiant s'il tiendrait. Elles sont allées dans un restaurant près de l'hôpital, un que Elliot avait recommandé, et elles ont passé 2 heures à parler de choses qui n'avaient rien à voir avec la chirurgie, la dynamique familiale ou la longue histoire enchevêtrée de griefs entre elles. Elles ont parlé du travail de Vivien, qui était dans l'administration des arts à Charleston, et d'un projet sur lequel elle travaillait et qui semblait vraiment l'exciter. Elles ont parlé d'un documentaire que Serena avait regardé. Elles ont parlé, en d'autres termes, comme deux personnes qui apprenaient à se connaître, ce qui, à certains égards, était exactement ce qui se passait. Parce que la relation qu'elles avaient eue enfant, celle façonnée par le favoritisme, le ressentiment et la géométrie déformée de l'attention de leur mère, n'était pas du tout une relation. Pas vraiment. C'était une structure construite sur l'échafaudage de quelqu'un d'autre, et elle s'était effondrée sous le poids de ses propres contradictions. Ce qui se passait maintenant, dans ces conversations lentes et prudentes autour d'un café, de pâtes et des espaces silencieux entre les mots, était le début de quelque chose d'autre. Quelque chose qu'elle construisait elle-même, à partir de zéro, sans le plan de personne d'autre. Elliot a observé tout cela se dérouler avec l'attention discrète qui était sa manière. Il ne commentait pas souvent. Il n'offrait pas d'opinion, de prédiction ou de conseil à moins qu'elle ne le demande, ce qui était l'une des raisons pour lesquelles elle lui faisait confiance comme elle le faisait. Mais une nuit de fin mai, allongés ensemble dans l'obscurité de leur appartement, elle le sentit bouger à côté d'elle et l'entendit dire très doucement, « Tu es différente. » Différente comment? Plus légère. Comme si tu avais enfin posé quelque chose que tu portais depuis longtemps. Elle a longtemps réfléchi à cela après qu'il l'eut dit, le retournant comme elle retournait tout ce qu'il disait, c'est-à-dire avec soin et attention au poids précis de chaque mot. Et elle a fini par comprendre qu'il avait raison. Quelque chose avait changé. Pas de la manière dont les révélations dramatiques changent les choses. Pas de la manière dont les grands gestes ou les confrontations cathartiques sont censés réorganiser le paysage de la vie intérieure d'une personne. Mais de la manière plus discrète et plus persistante dont le temps, l'honnêteté et la volonté de s'asseoir avec des vérités inconfortables le réorganisent, lentement, de façon permanente, de manière parfois visible uniquement pour les personnes qui y prêtent le plus d'attention. L'été a apporté une chaleur qui semblait presque festive, comme si la saison elle-même marquait une sorte de tournant. Serena est retournée en chirurgie en juillet. Son premier cas depuis l'intervention, une décompression lombaire de routine qu'elle a réalisée avec des mains fermes et une concentration si complète qu'elle n'a pas pensé une seule fois à sa propre colonne vertébrale pendant toute l'opération. Après, le docteur N, qui était venu observer, a croisé son regard à travers la salle d'opération et a hoché la tête, un petit geste qui portait plus de poids que la plupart des discours. C'est aussi en juillet qu'Elliot a mentionné pour la première fois la possibilité de parler de leur mariage à sa mère. Il l'avait gardé secret si longtemps maintenant, non par honte, mais par désir de protéger quelque chose de précieux du regard de personnes qui pourraient ne pas bien le gérer, que l'idée de le révéler semblait presque comme ouvrir une porte qui avait été scellée depuis longtemps. « Tu veux le faire ?» demanda-t-il un soir, alors qu'ils étaient assis sur le petit balcon de leur appartement, le ciel au-dessus d'eux zébré des nuances particulières de violet et d'or que les étés de Columbia produisent dans les heures juste avant la nuit. « Je ne sais pas encore, dit-elle. Et c'était la vérité. La décision semblait plus grande qu'elle ne l'était en réalité, chargée d'une signification qui avait moins à voir avec le fait du mariage lui-même qu'avec ce que sa révélation signifierait. Cela signifierait montrer à sa mère et à Vivien la forme complète de la vie qu'elle avait construite. Cela signifierait les laisser voir d'un coup tout ce qu'elle avait gardé privé, l'homme, l'engagement, le bonheur discret et sans fioriture qui était devenu le fondement de ses journées. Cela signifierait leur confier quelque chose qui lui tenait à cœur. Et la confiance, comme elle l'avait appris à ses dépens, n'était pas quelque chose qu'elle accordait facilement ou sans coup. Mais la décision, quand elle est finalement arrivée, n'est pas venue de là où elle l'attendait. Elle est venue un jeudi d'août, lors d'un contrôle de routine avec le docteur N, qui a examiné ses scanners, a déclaré sa guérison remarquable, puis a dit, presque comme une réflexion après coup, « Vous devriez célébrer ça. Vous savez, tout le monde n'obtient pas ce résultat. Certaines personnes ne sortent pas du tout de cette opération en marchant. » Serena est restée avec ces mots pour le reste de la journée, les portant discrètement à travers ses tournées, ses réunions et les petites tâches banales qui remplissaient un jeudi ordinaire dans un hôpital. Et le temps qu'elle rentre à la maison ce soir-là, elle avait pris sa décision. Non pas parce qu'elle devait une explication à qui que ce soit, non pas parce que le secret était devenu un fardeau, mais parce qu'elle en avait fini, enfin et complètement, avec l'habitude de se faire toute petite pour rentrer dans la forme que les attentes des autres avaient creusée pour elle.
Elle en avait fini de laisser la peur de la façon dont les choses pourraient être reçues déterminer si elle avait le droit ou non de vivre sa vie à voix haute. Elle a appelé sa mère ce soir-là. La conversation a été brève, pour une fois, sans garde des deux côtés. Elle a parlé à Patricia d'Elliott, du mariage, de la vie qu'ils avaient construite ensemble à Columbia, discrètement et sans fanfare, au cours de 2 années. Elle lui a parlé de son travail, de qui il était, de la façon dont il avait été là pour elle quand personne d'autre ne l'avait été. Et elle a attendu à l'autre bout du fil la réponse qui lui dirait si cette révélation avait été une erreur. Patricia est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a dit, « Il a l'air d'un homme bien. » Il l'est. Une autre pause. « J'aimerais le rencontrer, si tu me le permets. » Peut-être, dit Serena. On verra. Et pour la première fois dans une très longue conversation qui s'était étendue sur des mois, des opérations, des silences et de petites vérités difficiles, il semblait que les mots n'étaient pas la fermeture d'une porte, mais l'ouverture d'une. Une fissure de lumière dans un mur qui avait été solide pendant bien trop longtemps. Pas assez large pour passer à travers. Pas encore. Mais assez large peut-être pour laisser entrer quelque chose. 3e partie. La rencontre a eu lieu un dimanche d'octobre dans un petit café de Charleston que Vivien avait choisi parce que c'était un terrain neutre, un endroit avec lequel aucun de nous n'avait d'histoire. Où le poids du passé ne pouvait pas s'installer dans les meubles comme il le faisait dans notre maison d'enfance. Patricia est arrivée la première, ce qui m'a surprise. Elle était assise à une table d'angle quand Vivien et moi sommes entrés, ses mains enroulées autour d'une tasse de quelque chose de chaud. Elle semblait plus petite que dans mon souvenir. Pas seulement physiquement, bien qu'il y eût cela aussi. C'était quelque chose dans la façon dont elle se tenait, comme si elle se préparait à un verdict qu'elle savait déjà à venir. Elliott est entré derrière nous, portant une veste en toile sur un bras, et j'ai regardé les yeux de ma mère se tourner vers lui avec une attention presque clinique dans sa minutie. Elle le jaugeait, le mesurait, faisant ce que les mères font quand elles rencontrent enfin la personne que leur enfant a choisie, c'est-à-dire chercher des preuves de caractère dans les moindres détails. La façon dont il a tenu la porte pour un étranger derrière lui. La façon dont sa main a trouvé le creux de mes reins alors que nous approchions de la table, non pas de manière possessive, mais avec une légèreté qui suggérait la familiarité plutôt que la propriété. La façon dont il m'a regardé quand je me suis tourné pour le présenter, qui était avec une expression si simple et chaleureuse que même Patricia, qui avait passé des décennies à construire des murs autour de ses propres réponses émotionnelles, semblait momentanément désarmée. « Madame Callaway, dit-il en tendant la main. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. » Patricia a pris sa main et l'a tenue un instant de plus que nécessaire, étudiant son visage avec une intensité qui aurait mis une personne moins stable mal à l'aise. Elliott a simplement attendu, calme et sans hâte, comme il attendait tout. « Asseyez-vous, dit Patricia. Vous tous. » La première heure de cet après-midi a été prudente, naviguer avec le genre de précision que les gens emploient quand ils essaient très fort de bien faire quelque chose et sont parfaitement conscients de la facilité avec laquelle ils pourraient se tromper. Patricia a interrogé Elliott sur son travail à Méridian Général, et il a répondu à ses questions avec la même franchise qu'il apportait à tout, sans embellissement ni suffisance. Il lui a parlé des plans d'expansion de l'hôpital, de la nouvelle aile pédiatrique qui devait ouvrir au printemps, de l'initiative de santé communautaire qu'il défendait depuis près de 2 ans. Il n'a pas mentionné son titre. Il n'a pas mentionné la taille de l'institution ni l'étendue de son autorité. Patricia, qui était plus perspicace que la plupart des gens ne le pensaient, l'a remarqué. « Vivien m'a dit que vous dirigiez l'endroit, dit-elle après une pause où elle semblait peser le pour et le contre de le dire. J'aide à le diriger, dit Elliott. Il y a beaucoup de gens qui font le vrai travail. J'essaie juste de m'assurer qu'ils ont ce dont ils ont besoin pour bien le faire. » Patricia le regarda longuement, et quelque chose dans son expression changea. Quelque chose qui n'était pas tout à fait de la reconnaissance, mais qui s'en approchait, la reconnaissance peut-être d'un type d'homme particulier, un qui n'avait pas besoin d'être vu pour se sentir vu. Un qui comprenait instinctivement que le travail le plus important est souvent celui que personne ne remarque. C'est Vivien qui a rompu l'équilibre prudent de la conversation, parce que c'était ce que Vivien faisait, et parce que dans ce cas, il fallait le rompre. Elle avait été plus silencieuse que d'habitude pendant la majeure partie de l'après-midi, écoutant plus qu'elle ne parlait, ce qui était en soi une sorte de changement. Mais quand il y eut une accalmie naturelle, un moment où la conversation avait épuisé les sujets les plus sûrs et flottait au bord de quelque chose de plus profond, elle se tourna vers Patricia et dit simplement « Maman, est-ce qu'on va en parler ?» La table devint silencieuse.
Pas le silence de l'inconfort exactement, mais le silence d'une pièce où tout le monde attendait que quelqu'un dise la chose que personne ne voulait être le premier à dire. Patricia posa sa tasse. Elle ne détourna pas les yeux de Vivien, et elle ne dévia pas, ce qui était en soi remarquable. D'aussi loin que je me souvienne de ma mère, et je la connaissais depuis toujours, la déviation avait été son principal mode de navigation pour tout ce qui menaçait de troubler la surface des choses. Elle était extraordinairement douée pour ça. Elle pouvait réorienter une conversation comme une rivière contourne un rocher, si doucement que parfois on ne s'en apercevait qu'en regardant en arrière et en réalisant qu'on était quelque part de complètement différent de là où on avait commencé. Elle ne l'a pas fait maintenant. Oui, dit-elle. Je pense que nous devrions. Ce qui a suivi n'était pas une confrontation au sens habituel du terme. Il n'y a pas eu de voix élevée, pas d'accusation lancée à travers la table, pas de déclaration dramatique de culpabilité ou d'innocence. Ce qu'il y a eu à la place, c'était quelque chose de plus discret, à bien des égards, de plus difficile. Il y a eu de l'honnêteté, le genre d'honnêteté qui ne vient pas facilement à quelqu'un qui a passé des décennies à construire une version de soi-même et de sa famille qui était plus supportable que la vérité. Patricia a d'abord parlé de l'opération, du matin où elle avait reçu l'appel de l'hôpital et avait choisi de ne pas y aller. Elle n'a pas cherché d'excuses. Elle n'a pas offert la même explication qu'elle avait offerte au téléphone des mois plus tôt, sur le fait de ne pas comprendre la gravité, de supposer que je m'en sortirais. Ces explications avaient été vraies jusqu'à un certain point, mais elles n'étaient pas allées assez loin. Et elle semblait le savoir maintenant. J'ai fait un choix, dit-elle, et sa voix était stable, mais fine comme du papier tenu à la lumière. Et le choix était mauvais. Pas parce que je ne t'aimais pas, Serena. Parce que j'avais passé tant d'années à décider que tu n'avais pas besoin de moi que lorsque tu en as finalement eu besoin, je n'ai pas su comment changer de cap. Les mots flottaient dans l'air entre nous, et je les ai laissés là. Je ne me suis pas précipité pour combler le silence par le pardon, la réassurance ou l'une des choses socialement attendues lorsqu'un parent offre quelque chose qui s'approche d'un aveu. J'ai laissé ma mère s'asseoir avec le poids de les avoir dit, parce que ce poids était mérité et c'était à elle de le porter. La main d'Elliot a trouvé la mienne sous la table. Il n'a pas serré. Il a simplement tenu. Un rappel que je n'étais pas seul dans ce moment, même si, d'une manière fondamentale, c'était un moment que seul moi pouvais naviguer. Vivien a parlé ensuite, et ce qu'elle a dit m'a surprise. Elle a parlé de son propre rôle dans la dynamique, de la manière dont elle avait bénéficié d'un système qu'elle n'avait pas construit mais qu'elle avait, au fil des ans, appris à utiliser. Elle a dit qu'elle avait commencé à voir un thérapeute, ce à quoi elle avait résisté pendant des années mais qui avait semblé nécessaire à la fin, non pas parce qu'elle était brisée, mais parce qu'elle voulait comprendre comment elle en était arrivée là et à quoi pourrait ressembler le fait d'être ailleurs. L'après-midi s'est écoulé, et la lumière à travers les fenêtres du café est passée de la clarté nette de midi à quelque chose de plus doux, comme la lumière d'automne le fait à Charleston lorsque le soleil entame sa descente. Nous avons commandé plus de café. Nous avons aussi parlé de choses plus petites. Le genre de choses dont les familles parlent quand elles se souviennent comment en redevenir une. Patricia a interrogé Elliot sur un livre qu'il lisait, et ils ont eu une conversation étonnamment animée à ce sujet qui les a fait rire tous les deux d'une manière que je n'avais pas entendu ma mère rire depuis des années. J'ai observé tout cela se produire, et j'ai ressenti quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir cet après-midi, quelque chose qui s'approchait de la paix. Pas la paix de la résolution, car la résolution implique un état final. Et ce qui se passait entre nous n'était pas une ligne tracée, mais une nouvelle ligne qui commençait, timide et pleine de ce genre de possibilités qui n'existent que lorsque les gens sont prêts à être honnêtes sur la distance qu'il leur reste à parcourir. Avant de partir, Patricia a tendu la main à travers la table et a pris la mienne. Sa prise était ferme, mais pas désespérée, comme elle aurait pu l'être quelques mois plus tôt. C'était la prise de quelqu'un qui comprenait que ce qu'elle tenait ne lui était pas du mets offert, que l'offrande pouvait être retirée à tout moment, et que la seule façon de la mériter était de continuer à être présente. Merci, dit-elle, pour aujourd'hui, de m'avoir laissé être ici. Merci d'avoir été honnête, dis-je. Et je le pensais. Elliot nous a ramenés à Columbia ce soir-là, l'autoroute se déroulant devant nous dans l'obscurité bleue d'une nuit d'octobre. J'étais silencieuse pendant la majeure partie du trajet, regardant le paysage défiler par la fenêtre, pensant à la manière étrange et sinueuse dont la vie arrange ses leçons. À l'opération qui avait failli tout prendre et qui, au final, m'avait donné quelque chose dont je ne savais pas que je manquais. À l'homme à côté de moi qui était resté quand personne d'autre ne l'avait fait.
À la mère qui avait enfin vu la forme des dommages qu'elle avait causés et n'avait pas détourné le regard. Rien de tout cela n'effaçait le passé. Rien de tout cela n'annulait le matin où je m'étais réveillé seul pendant que ma mère arrangeait des centres de table. Mais cela a ouvert quelque chose. Un espace dans lequel des choix différents pouvaient être faits. Un espace dans lequel les personnes qui m'avaient autrefois fait défaut essayaient, avec difficulté, d'être meilleures. Et j'avais décidé, non pas d'un coup, mais progressivement, au fil de mois et de moments de grâce silencieux, que j'étais prête à les laisser essayer.